à tous et bienvenue sur TV Buisson. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat sur la légalisation du cannabis. Je suis en compagnie d'Aurélien, Alex et Bonjour. Méline qui vont Bonjour. nous parler de leur opinion et de ce qu'ils en pensent. Alors bonjour, moi je suis pour la légalisation du cannabis, car comme on a pu le voir à Amsterdam ou aux Pays-Bas, ça a été légalisé. Et depuis ce jour, on a pu remarquer une chute des consommations parce que ceux qui consomment, c'est pour faire un style entre guillemets de ouais sur la loi, du coup c'est bien. Mais quand elle a été légalisée, il y a eu des règles comme quoi on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 grammes sur soi et 500 grammes en stock, sinon on peut avoir une amende. Donc si on a plus de 500 grammes, c'est 2 ans de prison, une amende de 16 750 euros. Et si on a plus de 5 grammes, c'est plus de 3 500 euros. Voilà. Mais sinon, je suis pour. Alors moi je suis pour, mais il y a pour les deux façons dont on la consomme, donc de façon médicinale et une autre façon, donc la façon récréative. Euh, donc la façon récréative, c'est s'en servir, comme Eline a dit, tout le temps dans quand on en a besoin, etc. Euh, je pense que ça peut vraiment servir de façon aussi médicale, parce que la molécule de THC, donc le tétrahydrocannabinol, a des vertus anti-inflammatoires, et guérit et permet de ralentir par exemple l'avancée de certaines maladies comme le cancer, etc. Mais par contre, il faut faire extrêmement attention parce que si on en consomme énormément par exemple, tous les jours, etc., euh, il peut y avoir des symptômes tels que la schizophrénie, etc. Mais le cannabis a des vertus, par exemple, l'histoire de on s'en sert quand on a cours de philo. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Sinon, je suis pour. Pour moi, je suis contre cette légalisation, mais pas complètement, puisque pour ce qui est de façon médicale, je suis pour. Euh, pour- Cette légalisation peut avoir beaucoup d'inconvénients, tels qu'un signal néfaste envers les jeunes, puisqu'ils pourront croire que c'est comme le tabac et l'alcool. Comment dire, aussi, je suis contre sur la légalisation sur la consommation personnelle. Ça, c'est quelque chose que je tolère pas. Ensuite, l'inconvénient, c'est aussi que ça peut tomber entre de mauvaises mains, telles que le crime organisé, telles que la mafia. Vous avez interrogé des personnes sur cette légalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire leur ressenti et comment et pourquoi et quand on pourrait la consommer? Alors oui, nous avons interrogé 2 personnes, 2 hommes de la quarantaine et de la trentaine. Les deux étaient pour cette légalisation, mais sous certaines règles, comme un âge où on pourrait commencer, donc la majorité, et que ces règles soient comme l'alcool, où on ait un temps, par exemple pour la conduite, on a un temps où on n'a pas le droit de conduire pour enlever tout ce qu'on a dans le corps qui peut nous faire avoir une amende par rapport au cannabis. Et aussi, euh, ils étaient pour. Alors moi, j'ai interrogé une personne d'une vingtaine d'années qui était contre cette légalisation, à part la façon médicale, dont lui, il est complètement pour. Euh, Lui, cette personne n'a jamais consommé et il connaît bien sûr théoriquement les effets du cannabis. Euh, mais si cette légalisation est mise en place, lui, ce qu'il souhaite comme règle, c'est que ça soit juste fait médicalement. Euh, Moi, j'ai discuté avec une personne qui connaissait bien le cannabis et la personne m'avait dit que c'était une des moins dangereuses des drogues qu'il y avait. Et donc c'est pour ça qu'elle méritait d'être légalisée comparé par exemple à l'alcool. L'alcool, ça peut faire plein de choses graves comparé au cannabis. Parce que si on en consomme énormément, énormément, comparé à l'alcool, on peut avoir des problèmes avec les foies, on peut avoir des maladies, etc. Et c'est beaucoup plus dangereux comparé au cannabis qu'on consomme juste. Si on en consomme énormément, énormément, on sera juste un peu
un peu autre part. Voilà. D'accord, bah merci à vous et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau débat. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Ferdinand Buisson. Nous allons aujourd'hui vous parler, mes collaborateurs et moi, sur les réseaux sociaux. Donc je vous présente à ma droite Marion et Dorian et à ma gauche Damien et Victor. Je laisse la parole à Dorian qui va nous parler du temps passé sur les réseaux. Alors, en moyenne, en un jour, on passe environ 40 minutes sur YouTube, à peu près 35 minutes sur Facebook, 25 minutes sur Snapchat, 15 minutes sur Instagram et à peu près 1 minute sur Twitter. Ce qui représente 1 an et 10 mois passés sur YouTube en en une vie, excusez-moi. Et à peu près 1 an et 7 mois passés sur Facebook. 1 an et 2 mois passés sur Snapchat, environ 8 mois passés sur Instagram et 18 jours passés sur Twitter, ce qui représente 5 ans et 4 mois passés sur les réseaux sociaux dans toute une vie. Merci Dorian. Et vous Damien, dites-nous la moyenne d'âge pour les utilisateurs des réseaux. Eh ben, de 1, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a des tranches d'âge entre 50 et 60 ans. Ces personnes-là vont plus aller sur Facebook, alors que les jeunes quittent Facebook et vont plus aller sur Twitter, Instagram ou Pinterest ou Snapchat. Les personnes les plus âgées de 70 ans vont plus souvent sur Facebook que Twitter, qui est un réseau social beaucoup plus professionnel. C'est pour des personnes qui ont entre 20 et 40 ans. D'accord, merci. Nous laissons maintenant la parole à Marion et Victor, donc nos débatteurs sur les inconvénients et les avantages de nos réseaux. Donc moi, je vais vous parler des avantages. Les réseaux sociaux, c'est un moyen simple, gratuit et rapide de parler avec des personnes partout dans le monde, avec sa famille ou ses amis. Oui, mais les réseaux sociaux peuvent être très addictifs. Par exemple, des jeunes ont besoin de passer des minutes, voire des heures sur ces réseaux pour s'occuper ou pour consulter des images ou voir leurs amis. Les réseaux sociaux permettent aussi de partager ses photos, ses pensées, ses vidéos et son avis. Oui, mais on peut aussi parler de cyberharcèlement. Par exemple, lorsque des gens naïfs ou autres j'ai oublié, se font insulter ou harceler. Et voilà. Merci à tous de nous avoir donné votre avis. On se retrouve plus tard pour un nouveau journal télévisé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ferdinand TV, première chaîne d'info de France. Donc aujourd'hui nous allons parler du port d'armes aux États-Unis et dans le monde. Donc j'ai en ma compagnie donc Marwan, bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Yanis, bonjour. Valentin et Alexis. Bonjour. Bonjour. Donc dites-moi Marwan, donc en quoi consiste le port d'armes En quoi consiste l'export d'armes, pardon. L'export d'armes consiste à expédier des armes dans d'autres pays de façon légale ou non, que ce soit par bateau ou par avion. Et ces armes vont vers des groupes terroristes, des associations criminelles ou des combattants clandestins. D'accord, et qui les envoie? C'est principalement les pays de l'ex-URSS, les pays du Moyen-Orient, comme l'Israël, ou d'autres pays comme le Chili. D'accord, et vous Vincent, comment sont exportées les armes? Les armes sont exportées par voie maritime et aérienne, donc en camouflant, en falsifiant la nature des cargaisons, avec une aide officielle ou non. Et chaque exportation doit être accompagnée d'un document citant le nom de l'expéditeur et du destinataire. D'accord, merci. Donc Yanis, d'un point de vue historique, comment est apparu le port d'armes? Donc le port d'armes est apparu premièrement au niveau fédéral, puis par chaque État. Les pères fondateurs ont décidé de l'inclure dans le deuxième amendement de la Constitution fin XVIIIe siècle, car les populations locales qui étaient les Amérindiens étaient oppressées par les colonisateurs, et suite à ça, des armes sont apparues pour qu'elles se défendent. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe? Aux États-Unis, posséder une arme ne veut pas dire qu'on peut tirer sur les personnes dans la rue sans raison. Il y a des lois pour cela. D'accord. Et comment ça se passe dans chaque État aux États-Unis? Donc chaque État a les lois sur le port d'armes et l'État en question décide s'il est nécessaire d'en porter une. Et les États ne peuvent pas remettre en cause les lois d'autres États. D'accord, merci. Et vous Alexis, donc vous allez nous parler des lobbies. Donc qu'est-ce qu'un lobby? Un lobby, c'est un réseau d'influence qui a une influence politique et médiatique.
D'accord. Et quel est le lobby le plus puissant aux États-Unis? Le lobby le plus puissant aux États-Unis, c'est la NRA. C'est un lobby qui vend des armes et qui a une influence politique et médiatique, notamment avec sa chaîne TV, donc la NRA TV. D'accord. Et donc vous, Valentin, donc quelles sont les actions des lobbies? La NRA, ils font différentes actions pour soutenir le port d'armes, notamment des manifestations où ils renforcent les peines commises avec des armes à feu. Ils bloquent aussi les armes qui voudraient, enfin les lois plutôt qui voudraient empêcher le port d'armes. Ils financent plusieurs candidats pour l'élection présidentielle qui pourraient les soutenir, comme Donald Trump. Ou alors ils font pression sur ceux qui voudraient justement retirer le port d'armes. Et ils font beaucoup de propagande sur leur chaîne, la NRA TV, pour le port d'armes. Et on voit qu'ils sont influents parce que même après plusieurs tueries, bah, ils gardent l'avantage dans les débats sur le port d'armes. D'accord, merci. Donc et vous, qu'est-ce que vous en pensez du port d'armes? Donc vous êtes pour ou contre le port d'armes? Bah, moi je suis pour, mais pas complètement, parce que bah, dans un sens c'est bien, parce on a de quoi se défendre en cas d'attaque chez nous. Mais c'est pas bien, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens un peu dérangés dans leur tête, qui en font mauvais usage. Donc pour moi c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc après je suis mitigé. D'accord, merci. Et vous, Yanis? Moi, je suis contre le port d'armes parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de tueries de masse. Même si les États essayent d'arranger ça, il y en a quand même beaucoup. D'accord, merci. Et vous, Valentin, Je suis contre parce que je pense que, comme disait Vincent, c'est pratique d'avoir une arme pour se défendre, mais après, il suffit que la personne qui t'agresse, il ait une meilleure arme et c'est fichu. Après, c'est la course à celui qui a la plus bonne arme, quoi. D'accord. Et vous, Marwan? Moi, je suis contre, simplement parce que c'est pas assez contrôlé. D'accord, oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous, Alexis? Moi, je suis pour contrôler aux États-Unis et interdire complètement en France. D'accord. Donc, Et vous en pensez quoi, Mounir? Moi, je pense que le port d'armes est bien pour se défendre, mais après, chez certaines personnes qui ont des troubles mentaux, ça peut être mauvais et dangereux pour la population. C'est vrai. Donc, merci de nous avoir présenté le port d'armes aux États-Unis. Et une autre fois et dans le monde, et une prochaine fois sur Ferdinand TV. Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur Extra Foot. Aujourd'hui à notre table nous avons Julien et Romain. Bonjour. Donc aujourd'hui j'aurai des questions à vous poser. Alors, à votre avis, pourquoi fonctionne si bien le foot? Le foot, c'est un sport très populaire, sûrement le plus démocratisé. C'est simple d'utilisation, donc toutes les catégories sociales peuvent y jouer. Et pourquoi il est si diversifié? Il est très diversifié parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Par exemple, la Ligue des Champions, mais il est aussi très international parce qu'il y a beaucoup de compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Puis surtout, il y a la cohésion d'équipe qui compte. C'est-à-dire que si on achète un joueur extrêmement cher, s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, on n'est pas sûr de réussir. Et tiens, pouvez-vous nous parler des transferts d'argent de joueurs, excusez-moi. Oui, alors les transferts d'argent au foot, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Notamment Kylian Mbappé à 18 ans, donc il part de l'AS Monaco pour aller au PSG à 180 millions d'euros. Donc pour un joueur de 18 ans, c'est beaucoup trop cher. Et auriez-vous des informations sur le salaire d'un joueur au foot? Oui, alors le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 s'élève à 926 000 euros, soit 75 000 euros par mois. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du mondial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cela va se dérouler, sachant que c'est en Russie? Le mondial va se passer en Russie, c'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé d'héberger toutes les équipes de foot. Donc comme toutes les autres années, toutes les équipes vont être diversifiées dans plusieurs poules. Et voilà. Et pouvez-vous nous parler de ce qui va se passer ce qui s'est passé entre la Russie et l'Angleterre? C'est tout simplement la Russie qui a tenté d'empoisonner un ex-espion russe et sa fille. Donc contre ça, l'Angleterre a décidé de dégager tous les diplomates russes non déclarés et de boycott le mondial de Russie. Et pour vous, est-ce qu'il y aurait d'autres nations qui seraient susceptibles de suivre l'Angleterre dans son idée de ne pas participer au mondial 2018?
Bah, beaucoup de nations sont déjà un peu contre la Russie. Par exemple, l'Allemagne, le Japon ou la Pologne ne vont sûrement pas participer si le boycott continue. Et pour vous, vous verrez quelles équipes en finale? Moi, je verrais Allemagne-Brésil. Pourquoi? Allemagne qui gagne. Victoire de l'Allemagne. Ouais, victoire de l'Allemagne. Et vous? Moi, j'ai pas vraiment d'équipe préférée, mais j'espère juste que la France va arriver jusqu'à la finale. D'accord, donc maintenant, on a fait une petite interview sur des gens dans la rue et nous avons des opinions assez différentes. Par exemple, par rapport au foot, nous avons que le foot, c'est une source de conflit et c'est un moyen de détente aussi. Donc pour vous? Bah, pour moi, c'est un peu des deux, parce qu'il peut y avoir des conflits de tous les jours, mais aussi quand on rentre du travail, se mettre devant un match de foot sur son canapé, ça peut être détendant. Après, au niveau de l'argent, nous avons des gens qui pensent que le foot, c'est beaucoup d'argent dans un sport, ou alors d'autres personnes qui pensent que ça ne choque pas. Bah là aussi, ça peut être un petit peu des deux. Car un joueur de foot qui vient de milieux défavorisés, par exemple dans les favelas au Brésil, bah il peut faire plaisir à sa famille avec l'argent et tout. Et par exemple, un autre joueur aussi qui vient de milieux aisés, il n'a pas beaucoup la notion d'argent. Voilà. Et par rapport au mondial, êtes-vous d'accord par rapport à ce qu'il y ait beaucoup de simulations dans le foot? Oui, il y en a beaucoup, mais c'est bizarrement que chez les hommes. Chez les femmes, il n'y a pas des masses et des masses de simulations. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils vont mettre, ils ont ils ont mis en place la caméra pour voir. Et nous avons du coup 4 équipes favoris pour ce mondial. Nous avons donc l'Espagne, la France, le Brésil et l'Allemagne. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, entièrement d'accord. Pareillement. Et bah c'est la fin de notre émission. Merci à tous d'y avoir contribué. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.